Bonjour à tous, bienvenue dans ma chambre à coucher. Pendant que les enfants regardent un film, nous sommes le 8 avril 2020, nous sommes au printemps, et c'est le moment de la vidéo que vous attendez toutes et tous, les conseils de lecture du printemps 2020. Alors, euh, Puisque je suis confiné dans ma ferme et les dizaines de kilomètres carrés de forêt et d'alpages qu'il y a autour, et que c'est le printemps et que c'est le moment de jardiner, eh bien, je vais vous parler de livres de jardinage. Alors, j'ai ressorti de ma bibliothèque qui est sous l'ordinateur, la bibliothèque de ma chambre à coucher, de notre chambre à coucher, j'ai ressorti les livres et ça va être une longue vidéo, je pense, parce que j'ai beaucoup de livres à vous conseiller sur le potager. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'en ai beaucoup à double, voire à triple. C'est très très bien. Ainsi, je vais pouvoir les mettre à différents autres endroits. Alors, peut-être pour démarrer, commençons un livre pour les enfants, ce qui est à peu près mon niveau au niveau du jardinage. Le jardinage illustré de A à Z, Gilles Merle, illustration Cartier aux éditions La Sirène. Je ne ferai pas la liste des livres, il y en a trop, vous n'avez qu'à écouter la vidéo, faire un Google ou aller sur un site et vous retrouvez les informations. Le jardinage illustré de A à Z, c'est un livre qui, de A à Z, est illustré de manière rigolote pour les enfants, explique qu'est-ce qu'un fruit, qu'est-ce que des broussaillers, qu'est-ce qu'un jardin, pourquoi les oiseaux sont importants, qu'est-ce que l'azote, le nitrate, la rotation, etc. Donc un livre euh, bien illustré, de manière sympatoche, un chouette livre pour les enfants. Je ne sais pas de quelle année il date, mais 96. Mes quatre enfants sont passés dedans, dessus, l'ont lu et tout. C'est un livre sympathique à avoir. Alors ensuite, on va aller sur les classiques, les grands classiques du jardinage. Alors j'ai pas mal de livres plutôt en français. Alors évidemment, le grand traité rustica du potager. On va parler de, alors évidemment, bio. Enfin bon, ça c'est vous qui voyez hein, comment vous le faites. Alors ici, ben voilà, vous avez la liste de toutes les plantes classiques et des voilà, qu'est-ce qu'un engrais vert, qu'est-ce que le compostage, vraiment un truc de base. C'est un gros bouquin, c'est une référence à lire, voilà, à faire aux éditions Rustica. Ils font beaucoup de guides. Tout jardineur ou jardineuse, amatrice, amateur, a généralement ce guide qui est bien. Hein. Moi, c'est mon beau-père qui me l'a offert, qui lui jardine beaucoup. Et vraiment, il y a la base basique de chez Basique, mais très bien faite. Franchement, je le trouve très très bien. Toujours dans la série encyclopédie ou choses comme ça, un livre, voilà, peut-être plus, voilà, avec plus de, oups là, peut-être plus dense. Encyclopédie pratique du jardin, Anita Pereire, Perrière, eh bien, aux éditions Hachette. Alors ça date aussi, ça c'est un livre que, voilà, 94. Peut-être il y a des éditions plus récentes. Donc là, il y a beaucoup plus de fleurs, il y a beaucoup plus de... Voilà, c'est très complet et c'est plante par plante. Alors là aussi, c'est quelque chose à avoir en référence. C'est pas forcément un guide pratique, mais même si eux disent que c'est une encyclopédie pratique, disons que c'est un livre où il y a un peu de tout et c'est intéressant de voir les dates plus ou moins de à quel moment on plante, à quel moment on récolte, qu'est-ce qu'il faut faire sur la terre, etc. Alors dans la même série, je vais plutôt passer comme ça, dans la même série, il y a les vieux livres. Alors ça, c'est une réédition d'un guide des années 20, 1920, Le Bon Jardinier, l'essentiel, Alain Baraton, qui nous republie ce vieux livre avec effectivement, c'est comme un dictionnaire, il y a plus de 2000 plantes expliquées. Alors je vous avoue, je ne l'ai pas lu en entier, mais de temps en temps c'est rigolo d'aller voir ce que disaient il y a un siècle eh bien, les jardiniers français. Et donc ils sont comme à l'époque, hein, légèrement illustrés. Et c'est intéressant de voir comment on faisait à l'époque. Donc c'est vraiment une référence aussi. Le bon jardinier, l'essentiel. Alors,
quand... voilà, on va parler à quelques livres en anglais avant de passer à, à la permaculture. Alors, ça c'était un livre que j'ai lu avant, il y a longtemps. C'est Keeping the Harvest. Et comment est-ce qu'on garde et donc ce qu'on récolte, évidemment comment les récolter, comment les faire pousser. Alors Nancy Chaffee et Gretchen Mead, c'est un livre assez connu aux États-Unis. Je l'avais acheté, je crois, en librairie lors d'un voyage là-bas. Et il vous donne surtout des conseils de mise en conserve. Comment est-ce qu'une fois que vous avez récolté, vous pouvez mettre ça en conserve? Est-ce que c'est le meilleur livre dans la série? Je ne sais pas, il y a probablement des livres plus complets. Celui-ci n'est pas très cher, je me souviens qu'il coûtait pas très cher. Donc Keeping the Harvest sur comment... en fait, j'aurais dû le présenter à la fin, d'abord présenter les livres de... Alors, un autre livre, alors celui-là, c'était aussi Comment garder les graines. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Seed to Seed de Susan Ashworth, aux éditions, vous trouverez en faisant le Google. L'idée, c'est comment garder les graines, parce qu'effectivement, vous voulez conserver vos graines d'une année à l'autre pour pouvoir recommencer les semis et ainsi de suite, eh bien, comment les garder, dans quelles conditions, comment le truc. Alors, je vous avoue que autant il est très intéressant, autant je n'ai pas encore appliqué, puisque je ne garde pas encore toutes les graines. Je garde les graines de courge, je garde pas mal de graines, mais pas toutes, et donc j'ai largement pas appliqué le contenu de ce livre. Enfin, voilà. Alors, Seed to Seed de Susan Ashworth. Ça peut valoir la peine de l'avoir dans sa bibliothèque. Alors, on va passer tout de suite à la permaculture, parce que dès le départ, dans ma ferme, j'avais souhaité développer voilà, les techniques de permaculture. Alors évidemment, la révolution d'un seul brin de paille, Masanobu Fukuoka, c'est on va dire, c'est la base théorique que tout le monde connaît. Bon, c'est le rêve. Il te vend la possibilité d'un monde beaucoup plus équilibré, d'une harmonie avec la culture et finalement d'une production qui harmonieuse entre l'homme, la nature, les sols et le respect finalement de ce qu'on va pouvoir cultiver. Philosophiquement, c'est top. Il n'y a rien à dire. Aux éditions Guy Trédaniel, éditeur, donc La Révolution d'un seul brin de paille, gros best-seller. Et puis évidemment, il y a les deux premiers livres de Bill Mollison et en tout cas le premier David Holmgren, Permaculture 1, Permaculture 2. Ça aussi, c'est déjà moins théorique. Moi, j'ai trouvé que ces livres étaient très pratiques. Alors, où est-ce que j'ai mis Alors, il y a pas mal de diagrammes sur comment, voilà, tous les concepts de permaculture, de forêt fruitière, de où est-ce qu'on met les arbres, on met plus proche de l'endroit où on vit et on va donc travailler plus souvent ce qu'on va cultiver de plus en plus souvent et plus loin les arbres par exemple fruitiers, mais on tient compte aussi du vent. Enfin, ces livres sont très intéressants et évidemment ils doivent être adaptés, j'imagine, à votre terrain et à votre type de climat, d'altitude, etc. Alors moi, je vous avoue que la permaculture m'a fasciné et que je la trouve toujours fascinante, mais à mon altitude, c'est vraiment très très dur et il faudrait pouvoir faire de la terraformation gigantesque pour pouvoir y arriver. Alors justement, alors voilà, aux éditions Charles Corlay, Permaculture 1, Permaculture 2 de Bill Mollison et David Holmgren. Alors, quand on parle de terraformation, évidemment, le grand classique, c'est Sepp Holzer, et non pas Sepp Dietrich. Donc, Sepp Holzer, c'est peut-être son petit-fils, on ne sait pas. Sepp Holzer, Permaculture, un guide pratique pour... voilà, c'est en anglais celui-là, aux éditions Permanent Publications, mais vous le trouvez probablement en français, parce qu'il est très connu, il a des vidéos qui tournent, etc. Alors, le mec est impressionnant, parce qu'effectivement, à la montagne, il arrive à avoir des élevages de dingue, des productions de culture juste de folie. Et évidemment, après, quand tu découvres qu'il a, je ne sais pas combien d'hectares, une soixantaine ou une centaine d'hectares, forcément, tu peux terraformer quand tu as beaucoup de place pour changer un petit peu pour créer des microclimats favorables
pour ce que tu as envie de faire. Mais enfin, ça dénigre, je dénigre pas du tout l'immense travail qu'il a fait. En revanche, quand tu as 2 ou 3 000 mètres carrés, la terraformation, c'est beaucoup plus limité. Donc, il va falloir un petit peu adapter tes stratégies. Néanmoins, le livre est exceptionnel puisqu'il donne des trucs et astuces vraiment pour la montagne. Alors, je vais en parler encore de livres de montagne tout à l'heure. Un livre qui était intéressant, un petit livre si vous voulez vous initier à la permaculture, un livre de Margit Rusch, donc Jardiner autrement, la permaculture, conseils et principes de base, édition Ouest France. Alors, livre pratique qui inclut les insectes, les animaux, en plus évidemment de vos arbres, et qui vous donne des idées avec des murs, avec des trucs enterrés, des serres enterrées, vraiment un bon livre, vite lu, très pratique, très intéressant, Jardiner autrement, de Margit Rusch, je l'ai lu, il faudra que je le relise peut-être. Alors, dans la permaculture, passons aussi à la biodynamie. Alors ça, c'est un immense classique, Maria Thun, pratique de biodynamie du jardin. Alors, je vous avoue que ça fait très magie pour moi, hein. Moi qui suis assez rationnel, je peux comprendre l'influence des astres et des marées, d'ailleurs il l'explique. Bah, l'auteur, Martha Thun, nous explique comment planter, récolter en fonction des phases de la Lune, en fonction de différents éléments, et tout est bien illustré, etc. Et elle prétend qu'en suivant ces rythmes, vous avez des bien meilleurs résultats sur la qualité des légumes, sur l'effet des parasites, et voilà. Donc rythme cosmique et préparation biodynamique aux éditions Mouvement de culture biodynamique. Un livre à lire, je pense qu'indispensable à lire. Ensuite, vous faites votre avis, vous testez et vous me dites si ça marche. C'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion encore de tester, mais je m'y mettrai bientôt. Alors, tant qu'on est aussi sur, on pourrait dire de la permaculture, un livre qui est très très bien, aux éditions Rustica, donc même le mainstream, si on veut, du jardinage se met à la permaculture, donc manuel de culture sur but. Très bien. Euh, sur voilà, avec beaucoup. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des diagrammes, parce que ça donne des idées de où est-ce qu'on planifie un jardin au départ. Alors évidemment, tu achètes une ferme, tout est déjà organisé, les transformations, il faut les faire doucement, parce que voilà. Mais enfin, c'est très intéressant de voir, et j'en parlerai dans d'autres livres, comment est-ce qu'on répartit, par exemple, l'espace qui est laissé au pâturage, l'espace qui est laissé au jardinage de rotation, l'espace qui est au fruitier, l'espace qui est hybride et l'espace sur lequel vous avez fait faire votre potager en permaculture. Je rappelle, l'idée c'est aussi d'enrichir le sol d'une année à l'autre plutôt que de l'appauvrir. Et donc, livre très intéressant, pas de labour, pas de produits chimiques, des légumes bons, sains et bio, très bien. Richard Wallner, Ferme expérimentale au petit colibri. Donc un livre sympa à lire. Et dans la série américaine, il y a ce livre Gaia's Garden, qui est aussi très très bien, c'est à peu près l'équivalent de Toby Hemingway, Guide to Home Scale Permaculture. Donc évidemment, quand je vois son jardin, je sais qu'il ne vit pas à 1000 mètres d'altitude comme moi, mais enfin c'est un livre intéressant qui donne ben voilà, des types de... avec plein de petits diagrammes et d'explications. Disons que c'est un livre plutôt théorique, mais qui est quand même intéressant. Alors, je vous avoue que pour la permaculture, j'ai fait appel à un spécialiste, hein, il y a l'année dernière, qui m'a donné des très bonnes idées. Alors, cette année, vu la crise, je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre en œuvre, mais en tout cas, petit à petit, je vais essayer de travailler et de transformer un petit peu mon potager, qui est déjà bien travaillé, mais enfin, là, cette année, ça va être beaucoup pommes de terre, choux. On va pas commencer à faire trop d'essais difficiles parce qu'on ne sait jamais où cette crise va aller. Comme vous le savez, si vous voyez mes autres vidéos, je suis plutôt optimiste, mais on ne sait jamais. Alors, j'ai oublié dans la série conservation, ah bah non, tiens, un livre du Québec de Jean-Martin Fortier, le jardinier maraîcher, manuel d'agriculture biologique sur petite surface. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'étant du Québec, il a des hivers froids, comme moi, et donc
C'est un livre intéressant. Donc lui aussi, il parle beaucoup de serres enterrées, se protéger du froid et quelles sont les meilleures, voilà, les meilleures cultures à faire, comment faire de l'arrosage automatique, comment utiliser l'environnement pour avoir le meilleur ensoleillement, mais aussi la protection du vent. Vraiment les grands classiques. Donc c'est un bon livre que je vous encourage. En plus, j'ai vu une interview de Jean-Martin Fortier. Ça a l'air d'être un type sympa, donc j'ai bien aimé son livre. Alors, quand on parle de la conservation, alors j'ai encore plein de livres, j'ai encore plein de livres. Alors, voilà, je vais les ranger un peu au fur et à mesure parce que, alors, ouais, j'ai encore plein de trucs. Alors voilà, on va revenir à la, non, on va d'abord finir ça. Voilà, un autre guide. Alors, j'aurais dû le présenter au tout début avec le, alors voilà, j'ai toujours voilà, des exemples de des extraits de journaux que je garde dans différents livres qui sont reliés. C'est Delachaux et Niestlé, 500 plantes comestibles, histoire botanique, alimentation. C'est aussi un de ces grands classiques à avoir où on explique ben voilà, les plante par plante jusqu'aux noix et aux pins voilà, et aux herbes aromatiques, les différentes plantes que vous pouvez avoir dans votre potager, etc. Disons que c'est un livre de référence comme le traité Rustica. Et en parlant de Rustica, ben voilà, on va revenir sur la conservation. Alors Rustica a aussi un traité Rustica de la conservation que j'ai trouvé super parce qu'il touche la salaison, il touche la mise en bocal, la touche la mise en conserve, et il donne également en fait, des recettes parce que vous ne mettez pas simplement votre tomate cuite dans votre pot. Peut-être que vous voulez rajouter un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'épices, un petit peu de... Voilà, donc il vous donne presque des recettes. Et voilà, sécher, confire, saler, fumer, stériliser, congeler, mettre sous vide, conserver à l'huile, au vinaigre, à l'alcool, au sucre. 600 recettes, 14 techniques, 100 produits. Il y a de quoi faire. Donc, traité rustica de la conservation, très bien. Alors, dans la même série, mais Larousse, là, le fumage et salaison. Alors, ça, évidemment, je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas encore des animaux euh, pour l'instant. Mais pour ceux qui sont ambitieux et qui veulent avoir poulet, cochon surtout, et autres animaux, volailles et autres, ça c'est un livre intéressant. Il vous donne, en fait c'est un livre, quand vous le regardez, vous avez faim. Il vous donne des exemples de mise sur... voilà, il y a même des recettes de dingue. Bref, c'est un livre qui est peut-être pas pour le jardinier, mais qui est vraiment en aval de tout le travail. C'est quand vous bouffez un petit peu votre production, et en l'occurrence, elle est plutôt animale. Mais voilà. Alors, toujours dans le jardinage pratique de Christian Pesset, c'est aussi un de ses livres, je l'ai hérité de mon beau-père aussi. Je crois que c'est un livre de 93 aussi. Création, culture, entretien, légumes, fleurs, arbustes, rosiers, fruitiers, équipements. Alors, très orienté jardin classique, avec arrosage automatique, machin, mais enfin, il y a des très bons guides sur comment est-ce que vous mettez en place, par exemple, voilà, bah, normalement, on apprend vite ces choses-là, mais si vous êtes néophyte, c'est tout à fait intéressant de voir comment on bêche, comment... voilà, alors là, c'est vraiment un livre de base, et il est chouette, il est super. Donc, Jardinage pratique de Christian Pesset, livre intéressant. Ah ouais, bah tiens, je suis un peu désordonné là. Bien découper et préparer son gibier de Olgierdej Kujalski et Ursula Kujalski aux éditions Géraud. Alors ça c'est pour nos amis chasseurs. Je n'ai que celui-ci pour comment préparer le gibier. C'est très très bien illustré, il y a tout ce qu'il faut. Euh, je l'ai survolé, je ne chasse pas pour l'instant, mais le jour où c'est une crise vraiment lourde et qu'il faut chasser, je vais lire ce livre avec attention et sortir le chlasse et couper les coucougnettes, le foie, la rate, la bile de toutes ces bestioles qui pullulent autour de moi. Et elles ne pulluleront pas longtemps, a priori. Je ne sais pas. Ça fait des décennies que je n'ai pas chassé. Alors, à l'opposé extrême de la chasse, cultivez vos propres champignons.
Alors, champignons pour manger, mais aussi médicinaux. Je n'ai pas lu ce livre, je l'ai survolé, donc de Paul Stamets. J'ai écouté une interview de lui sur Joe Rogan, et le mec a l'air d'être hallucinant. Effectivement, son livre est énorme. Il y a des images, des trucs. Alors, lui, il ne fait pas que les manger et de se soigner hein, avec les champignons. Il fait d'autres trucs en plus, mais c'est fascinant. Et c'est vrai que quand on voit ce que représentent les champignons comme masse dans le monde animal, dans le monde végétal, pardon, c'est juste, ou animal, parce que je pense que la masse des champignons sur Terre est supérieure à la masse des animaux. C'est juste impressionnant. Enfin bref, il y a des quantités d'espèces insoupçonnable et bah voilà, il donne quelques trucs. Alors, est-ce que je vais faire des champignons? Je n'ai pas eu le temps encore comme je l'ai dit, je n'ai pas lu ce livre, mais c'est la Bible de la culture de champignons. Les vendeurs de sport et de champignons, les gens qui font des champignons ne jurent que par Paul Stamets, c'est un expert international de champignons, donc à voir en référence, je l'ai. Alors, puisqu'on parle de champignons, on va parler des plantes sauvages. Alors, hommage à François Couplan, qui habite en Suisse, je crois, et qui a... alors, tout d'abord, je vais parler d'un livre qui est très sympathique, Vivre en pleine nature. C'est l'un des tout premiers livres que j'ai acheté et que j'ai lu à l'époque. Il date de quelle année, ce livre? Ça doit être de... Ouais, 2010, il y en a peut-être une version précédente. Vivre en pleine nature de François Couplan, il vous donne les plantes que vous pouvez trouver lorsque vous êtes en balade, mais aussi comment se débrouiller, comment repérer faire du feu. Donc voilà, c'est du ultra bushcraft, euh, comment il dit notre ami Vol Ouest, feuille sur le zizi à mort, mais petite, très petite feuille sur le zizi. Mais enfin, c'est un livre intéressant, Vivre en pleine nature. Euh, François Couplan est extraordinaire. Il a surtout des quantités de plantes. Voilà, par exemple, le guide d'ailleurs, on le mentionne dans Survivre, dans Rue Barbare, etc. Les plantes sauvages comestibles et toxiques. Franchement, s'il y a un livre à avoir en survie, c'est celui-ci. Vous êtes tout seul dans la cambrousse, vous êtes tout seul dans la campagne. Avec ce livre, vous allez bouffer ce qui est bon, ce qui est comestible, et vous allez éviter de mourir comme un gros con, comme le mec en Alaska. Enfin, c'était pas un gros con, mais voilà, il aurait mieux fait avoir de ce livre. Là, tu sais faire la différence et c'est pas facile. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas mal illustré. Le seul défaut, c'est que voilà, c'est que ce sont souvent des dessins et du dessin à la réalité, parfois, il faudrait une photo. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Donc, il l'explique. Vraiment, c'est super exotif, c'est un super bouquin. Alors, j'en ai plusieurs. Alors, est-ce que c'est le même? J'en ai beaucoup plus que ça, mais voilà. François Couplan et Eva Stiner. Alors, guide des plantes sauvages, comestibles et toxiques. Plantes sauvages, comestibles et toxiques. Les plantes sauvages, comestibles et toxiques. Je pense que c'est le même, en version différente. Mais en fait, c'est des livres qui sont tellement géniaux. Je dois en avoir 10. Et j'en ai mis 3 dans ma batte, visiblement. Un dans la bagnole. Un dans les refuges que j'ai à droite et à gauche, et dans des kits de survie. C'est des livres absolument extraordinaires. Et ce ne sont pas les seuls. Par exemple, Plantes sauvages comestibles de S.G. Fleischhauer, J. Gutmann et R. Spielberger aux éditions Ulmer. Eh bien, eux, ils ont les photos. Et donc, c'est un livre que je voulais avoir en plus, parce que quand je vais dans le jardin et que je regarde un truc et que je regarde sur le dessin, je me dis ouais mais ça ressemble pas tout à fait. Et au moins là il y a les photos. Donc ça c'est un compagnon au livre de Couplan, plantes sauvages comestibles, les 200 espèces courantes les plus importantes, les reconnaître, les récolter, les utiliser. Indispensable à avoir ces livres. Et évidemment, qui vont avec, c'est les cuisiner. Cuisine sauvage. Et non pas donc accommoder 1000 plantes et non pas donc des plantes végétales, hein, pas humaines. Ce serait bien dommage une si bonne viande. Accommoder 1000 plantes comestibles, sans de la terre, encyclopédie des poches de François Couplan. Bref, parce que les récolter c'est bien, mais les cuisiner c'est pas mal. Alors là en revanche, il a des photos. Alors je vous avoue que j'ai pas encore utilisé ce livre, mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, il y a la version, c'est le même. Il y a la version en dur et la version en mou.
en cartonné et la version en relié. Alors, je vais le remettre là où il était. Ça fait partie des livres à avoir, je pense. Je dis bien que je ne l'ai jamais utilisé. Euh, comment bouffer les jeunes pousses, il y a de tout. Alors après, bémol de tous ces livres, évidemment, et c'est un bémol très normal, c'est pas une critique, c'est que je serais mal placé de critiquer vu mon manque de connaissances hein, sur le sujet, je l'avoue, hein, je suis pas un expert en jardinage, ni en bushcraft, ni je suis un néophyte comme tout le monde, bien que ça fait 10 ans que je tripatouille ma terre et je fais pousser des légumes et des plantes et des fleurs et tout ça. Eh bien, c'est que il faut vraiment s'adapter à votre climat. Il faut vraiment s'adapter à là où vous êtes et ce que vous trouvez, ce que vous arrivez à faire pousser ou ce que vous trouvez dans la nature. Alors, un livre peut-être plus ancien de chez Dergo, voilà, 1984, La cuisine des plantes sauvages. Je l'avais trouvé aussi, je l'ai survolé. Ça a l'air très intéressant, c'est un peu plus ancien, donc il y a des recettes probablement un peu différentes à avoir également à côté en compagnon de l'autre. Alors, euh, peut-être en compagnon du livre de Couplan, j'avais chopé Quelle est donc cette fleur, qui est un livre qui est pour les randonneurs qui s'intéressent en botanique et qui veulent savoir les fleurs, éventuellement si elles sont comestibles ou pas. Donc un livre voilà, de Dietmar Eichel aux éditions Nathan. Voilà, Quelle est donc cette fleur, un livre pour vous aider à identifier les plantes lors de randonnées et de choses de ce type. Alors, on continue, alors peut-être plus dans la montagne, cuisiner les plantes de montagne aux éditions Glénat. Alors, je l'ai pris avec d'autres livres. Simplement, c'est un livre de recettes. Hein. C'est peut-être un livre qui casse pas des briques, mais il est intéressant. C'est de François Couplan et Marie-Paul Roque. Donc, François Couplan reprend les plantes habituelles et je crois ils ont dû bien se marrer à faire ce livre. Ils donnent, ben voilà, des. Alors évidemment, quand il y a de la banane avec des plantes, ben moi, les bananes à 1000 mètres d'altitude en Suisse, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de réchauffement climatique pour que j'arrive à le faire. Et le réchauffement climatique, c'est génial. Hein. Si c'est vrai, je ne suis pas sûr, mais si c'est vrai, ce sera juste un truc extraordinaire pour beaucoup de gens. Donc voilà. Alors, comment faire du thé à la ravigote, des trucs à la ravigote, du thé divan, banane magique, etc. Faut que je le lise parce que je cuisine pas tout ça, mais c'est intéressant. Alors, dans les plantes de montagne, en revanche, pour ceux qui, comme moi, sont à 1000 mètres d'altitude et qui ont des hivers froids, Jardin et potager de montagne de Snezana Gerbo. Alors, livre avec beaucoup de photos, très, très beau, sur comment est-ce qu'on peut s'organiser pour monter son potager à la montagne. Très, très, très bien fait. Et lié à celui-là, des légumes en hiver. Produire en abondance, même sous la neige, de Elliot Coleman. Alors je crois que ça doit être des Américains ou des Québécois qui, eux, parlent beaucoup des serres, des abris, des serres enterrées ou pas enterrées. Enfin, c'est sûr que, voilà, légumes d'hiver, ça m'intéresse, c'est intéressant. Et c'est un livre que je vais relire avec attention cette année pour éventuellement pour que cet été, je prépare des légumes qui vont pousser tard dans la saison ou cet hiver. Alors, toujours, aux éditions La Plage, toujours pour l'hiver, de Charles Dowding, Mon potager produira tout l'hiver. Pareil, c'est un livre qui nous parle de quelles sont les plantes qui tiennent le mieux longtemps dans la saison, qui produisent tard avec l'abri. Donc là aussi, hein, ça, c'est certaines herbes, certaines salades, du chou, des poireaux, des plantes solides, de la betterave. Voilà, il nous explique tout, comment faire, et voilà, c'est très intéressant. Mon potager produira tout l'hiver. Le guide du potager bio de montagne aux éditions Terre Vivante de 600 à 1500 mètres d'altitude par Rémi Bacher et Yves Perrin. Donc là aussi, on reste sur voilà, oignons, patates, choux, etc. Et c'est un livre aussi très bien illustré.
ils sont beaux, hein. Les livres de jardinage sont très très beaux, ils donnent envie, et puis à la fin, ben, il faut avoir le temps de faire tout ça, mais ce sont des chouettes livres. Un livre peut-être plus ancien de Sabine Bruchweiler, Plantes et savoirs des Alpes, c'est des voisines peut-être, l'exemple du Val d'Anniviers, c'est en Valais. Alors ici, il s'agit de voilà, d'un livre qui nous parle des plantes alpines et comment spécifiquement elles peuvent servir pour des soins, pour comment on appelle ça, voilà, la médecine aidée par exemple la consoude est très utile en cas de fracture, on peut faire des baumes, on peut faire plein de choses avec les plantes en général, dont on va en parler d'ailleurs, et avec les plantes de montagne en ce qui me concerne, ça m'intéresse. Alors, on va revenir à des livres un peu plus généraux. Alors, un livre de nos amis Claude et Lydia Bourguignon, Le sol, la terre et les champs, excellent livre pour retrouver une agriculture saine aux éditions Sang de la Terre. Donc, ce sont des grands comment dire, experts dans la qualité des sols. Et ce livre est un livre très utile à lire pour vous donner voilà, conscience de l'importance des sols et de la catastrophe en devenir qu'est la destruction des sols dans tous les endroits où il y a de l'agriculture intensive et industrielle. Et justement, pour retrouver une agriculture saine, il faut savoir travailler le sol et il donne voilà, des indices pour l'importance justement vous voyez, les racines, la profondeur à laquelle ils vont en termes de centimètres. Donc il y a des racines de plantes qui vont jusqu'à 3,50 m. C'est sûrement des mauvaises herbes, hein, parce que moi quand j'enlève les mauvaises herbes, elles reviennent. Et bref, donc c'est un super livre à lire, Le sol, la terre et les champs de Claude et Lydia Bourguignon. Alors, ça c'est super. Un jardin sain grâce aux cultures associées. Alors ça j'ai testé, ça marche. C'est-à-dire que vous ne mettez pas tout et n'importe quoi ensemble. Par exemple, moi je mets toujours les pommes de terre et les oignons ensemble et j'ai jamais eu de dorifort, de verre, de machin sur les patates. Donc est-ce que c'est à cause de ça ou c'est parce que j'ai du bol? Mais en tout cas, voilà, il donne des idées sur comment combiner, je pense qu'on le voit assez bien, peut-être, voilà, comment combiner différentes sortes de légumes et de cultures ensemble pour avoir des synergies au niveau de la lutte contre les nuisibles, contre les parasites surtout et les maladies. Certaines plantes repoussent certains insectes et certaines maladies, d'autres les attirent. Donc il faut savoir bien combiner. Et puis surtout, elles ne vont pas. Il y a des plantes qui vont chercher beaucoup de nitrates, d'autres qui vont prendre beaucoup d'azote. Si vous mettez toutes les plantes qui cherchent des nitrates ensemble, elles vont se bouffer la même nourriture, quoi. Et donc ça va, elles vont pas mal se développer, ou en tout cas les plus faibles vont péricliter. Alors que si vous savez les mélanger, eh bien vous utilisez toute la richesse de la terre qu'il faudra ensuite bien régénérer avec les techniques des bourguignons et d'autres, et de permaculture. Alors, là aussi, c'est l'utilité de jardiner avec les insectes. Alors, livre très intéressant, Audition du Terran, par Vincent Albouy, donc Jardiner avec les insectes. Un livre que j'ai lu et qui m'a donné l'idée, par exemple, d'utiliser beaucoup les coccinelles pour bouffer les pucerons. On a même pris des sortes de petites puces qui bouffent les mites alimentaires, par exemple. Et donc, respecter les insectes, ce sont nos amis, apprenons à cultiver avec eux, préparons-leur des maisons, enfin des habitats qui leur sont propices, et sachons recréer un équilibre en sachant que voilà, il faut bien qu'ils bouffent. Donc, les insectes peuvent nous aider à chasser les nuisibles, les parasites de nos légumes et de notre production potagère. Alors, ça, c'est un livre qu'il faut que j'applique. C'est De l'arbre au sol, les bois rameaux fragmentés d'Eléa Asselineau. Je me demande si elle est de la famille du politicien malchanceux. Et Gilles Domenech, peut-être de la famille du journaliste malchanceux, parce qu'il est journaliste. Alors, édition du Rouergue. Comment utiliser les bois rameaux? Alors, j'ai le livre, j'ai la machine pour faire des rameaux fragmentés. C'est une petite machine électrique, hein. J'ai plus de machine à essence, c'est que d'électrique. Il faut que j'apprenne à le faire, si ça marche ou pas. Je ne l'ai pas appliqué. Oui, je vous le dis.
Euh, alors, pareil que l'autre sur les insectes, anti-maladies et parasites, les traitements plante par plante, geste par geste. Alors, on parle d'insectes, mais on parle aussi de bouillie bordelaise, traitement au cuivre si vous pouvez, etc. Alors, moi, je n'appliquerai pas tout, parce que je veux pas de chimique et je veux pas d'apport qui soit néfaste. Mais enfin, il y a des bons trucs dans ce livre. Je me souviens avoir vu des systèmes avec des bouteilles, avec euh, pour protéger les plantes, etc. Donc, anti-maladie et parasites, toujours utile. J'appliquerai ça plus en détail. Alors, on arrive plus aux livres comment dire, de survie venant surtout des États-Unis, qui sont peut-être l'équivalent de Rustica, mais dans une approche retour à la terre, dans une approche rustique et finalement survivaliste dans le genre homesteading, comme on dit aux États-Unis. Donc il y a l'Encyclopedia of Country Living de Carla Emery, elle est très connue. Alors ça c'est un grand classique où il y a vraiment comment faire tout. Là aussi, le problème c'est l'illustration, c'est un livre qui n'est pas très cher, mais évidemment c'est des dessins. Et lorsqu'on explique comment faire une porcherie, le dessin ça va, on comprend. Hein. Mais dès qu'il s'agit de plantes médicinales, etc., le dessin, ça peut être limite. Mais enfin, c'est un livre qui a pas mal, c'est la 10e édition, donc Sasquatch, Sasquatch Books. Donc c'est un gros pavé, c'est peut-être pas le livre que je vous conseille en premier, mais si vous êtes anglophone ou si vous habitez aux États-Unis, c'est un livre très connu, très classique dans le domaine. Alors lui, John Seymour, qui nous a quittés, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, The New Self-Sufficient Gardener. Donc, c'est un livre sur la planification. Et moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'il planifiait justement comment est-ce qu'un jardin se met en place. Alors, dans le potager, bien sûr, mais aussi dans la stratégie de mise en place. Alors, je ne sais plus si c'est au début ou à la fin, du ratio entre terre pour les animaux, pour le pâturage, pour faire de l'herbe pour l'hiver, etc. Je ne sais pas si on le voit, enfin bon. C'est un livre très très bien. The New Self-Sufficient Gardener de John Seymour. Peut-être qu'il y a un autre livre qui en parlera. On va voir. Alors, je le range direct. Voilà. Alors, tous ces livres font partie d'un thèmes dont je parlais dans Survivre à l'effondrement économique il y a une dizaine d'années, ce sont des livres que je lisais à cette époque-là, qui sont des livres liés, par exemple, comment il s'appelle, de Rob Hopkins, voilà, le Transition Handbook. Donc ça, c'était un livre, c'est un grand classique sur comment on peut transformer une petite société, un petit village, une ville, à ne plus être dépendant du pétrole. Alors c'est un vaste sujet, et c'est un livre très intéressant à lire, et ce que complète, voilà, comment est-ce qu'on met en place la transition. Donc ça, ce sont des livres qui ne sont pas vraiment potagers, mais derrière, il y a des livres du type, voilà, de Steve Salomon, Gardening When It Counts. Là, c'est bon, ok, maintenant, il faut produire, et c'est maintenant que ça compte. Alors c'est très théorique, hein, ça c'est pas un guide de jardinage, mais ce sont des livres qui sont un petit peu comme la 3e partie de Survivre à l'effondrement économique, qui vous explique, moins structuré, avec pas les 7 éléments, moi je suis beaucoup plus carré, mais ils vous disent voilà comment préparer, alors c'est votre terre, la stratégie, etc. pour votre survie et puis surtout pour votre autonomie. Alors, dans le même genre, Peggy Layton, Emergency Food Storage and Survival Handbook. Donc ça, c'est uniquement la partie comment vous pouvez avoir un minimum de production alimentaire et de stockage de bouffe. Donc tout ça, je l'avais bien utilisé pour composer la toute dernière partie. Ça date de quand ça? La toute dernière partie de mon livre Survivre à l'effondrement économique. 2002, donc elle a commencé il y a très longtemps. Et dans le même genre, Comment dépendre moins du système par Magali et Bernard Farinelli aux éditions Rustica. Décidément, je suis un bon client chez eux. Et comment défendre moins du système? Eh bien, c'est
comment produire. Alors on parle d'abeilles, on parle de ruches, etc. C'est peut-être un livre plutôt pour démarrer, mais je me souviens qu'il était très sympa euh, à lire donc. Et puis un livre de Ben Folk, Une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne. C'était un livre avec des très très belles photos. C'est vrai que ça donne envie de voir lorsqu'on voit les images surtout de l'intérieur de la maison. Alors c'est lié à la permaculture, donc voilà, il y a des diagrammes, des schémas sur comment organiser les différentes, éléments. Euh, et c'est un de ces beaux livres qui donne envie. Et donc voilà, je terminerai avec ça. Est-ce que j'ai tout fait? Ah non, non, j'ai pas fini. Une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne. Voilà, on va le ranger. Et puis, parce que nous sommes en période de containment, de confinement, à cause d'un connard de virus, qui est pas très dangereux, mais enfin bon, il faut jouer le jeu. Grow Your Own Drugs de James Wong. Easy Recipes for Natural Remedies and Beauty Fixes. Donc si je suis aussi beau, c'est parce que j'utilise des drogues. Alors en anglais, drugs, c'est médicaments. Donc c'est comment, évidemment, cultiver vos herbes médicinales, etc. Alors c'est un livre qui est illustré, qui est bien illustré, qui est très beau, etc. Alors après, probablement les livres de François Coupland sont très bien. Mais si vous voulez un beau livre à la maison, avec par exemple, ben voilà, comment un thé avec du sel, du glucose, du fenouil, de la menthe, contre la diarrhée. Voilà, il y a des petites recettes. Il faudrait que je les essaye. Et voilà, plante médicinale avec quelques recettes de tisane, etc. C'est sans doute un livre qui en complétera d'autres. Voilà, voilà, j'ai été très rapide. À vous de choper les livres qui vous intéressent en faisant un stop sur image, en notant et en faisant vos recherches. C'est fascinant, hein, ce monde de la culture, culture au sens premier du terme. Euh, Faire pousser des plantes et toutes sortes d'herbes aromatiques. Là, on a de la sauge, on a de la menthe, on a du romarin, on a à l'intérieur du basilic. Euh, on a de la consoude dans le jardin, on a plein plein de trucs sympas. Et donc, on est en train d'ajouter cette année, ben, on va faire beaucoup de pommes de terre, de tout ça. Et ces guides, parfois, il faut les lire, peut-être pas pour les appliquer immédiatement, parce qu'il y a tellement de choses à faire, mais ce sont des guides à comment dire, qui vous amène une culture que vous absorbez et qui petit à petit va être appliquée. Vous n'allez pas pouvoir faire un super jardin, de la mort qui tue, en biodynamie, permaculture, machin, tout ça, en une année. Moi-même, après 10 ans, j'y suis pas encore, après 10 ans de potager de jardinage, et j'ai des années qui réussissent bien. L'année dernière, c'était top. Cette année, ça va être super, parce qu'à la fin de l'année dernière, j'ai tout bien récupéré de la terre, etc. Eh bien, en mettant des bâches et tout, eh bien maintenant, bah, on va faire une année, mais maintenant ça peut peut-être être une année qui compte, parce qu'on ne sait pas si cette crise va durer, je ne crois pas. Mais dans l'hypothèse où elle dure, eh bien, ou sans doute si l'année prochaine ça s'empire, il faut avoir cette capacité de vite récupérer de la terre, de vite, et pour ça, il faut avoir la stratégie à l'avance, il faut avoir planifié le truc. Donc toutes ces lectures, elles vous amènent énormément de cette culture générale nécessaire pour démarrer, quoi. Et la richesse, c'est que votre nourriture produite par vous-même, c'est d'abord une satisfaction incroyable, parce que vous avez démarré avec un bout de terre avec un peu d'herbe folle et de mauvaises herbes par-dessus, et à la fin de la saison, vous avez vos brocolis, vos choux, vos fenouils, vos poireaux. J'ai eu l'année dernière des côtes de bête, évidemment des patates, des plantes aromatiques, etc. Et pas pour se nourrir de loin pas toute la famille toute l'année, de très très loin pas, mais un petit peu. Et donc ça, c'est une super satisfaction, c'est bon, c'est sain, ça a un très bon goût, et puis c'est vous qui l'avez fait avec vos petites mains, et vos outils et votre travail. Et ça, c'est une satisfaction qui est rare dans le monde moderne, où nous sommes voilà, des travailleurs du tertiaire, où
où nous ne produisons rien ou pas grand-chose avec nos mains. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais bon, voilà. Et en plus, c'est quelque chose que l'on peut faire c'est pas un travail à plein temps, loin de là. C'est pas un immense travail. C'est du travail parce que c'est fatigant et parce qu'il y a du boulot. Mais c'est pas un travail de tous les jours. Enfin, si, c'est un petit peu tous les jours, mais pas beaucoup tous les jours. Il y a des périodes de l'année où vous mettez beaucoup de temps, mais ensuite vous vous attendez, vous soignez, vous enlevez, vous faites gaffe et tout. Mais c'est pas. Et donc c'est génial. Et puis ça nous rattache, et ça c'est très important, au cycle de la nature et au fondamental qui est que nous sommes, alors ça va faire très babacool dégénéré, mais si on est lié à l'univers, on est lié à l'univers par la terre qui nous a nourris, qui nous voit naître, qui nous voit mourir, qui va nous recycler et qui nous donne à bouffer si on prend la peine de la soigner et de la travailler. Et en fait, je dis ça sans aucune. Pour moi, il n'y a pas de côté plus que ça, hein, mystique, machin. C'est qu'on fait partie de cet environnement qui est un environnement dur, hein. La nature, moi, c'est une salope, elle veut nous tuer. Hein. Tu vas dehors, l'univers, il a qu'une obsession, c'est de te flinguer la tronche le plus vite possible, de te faire bouffer, de te faire choper, de te faire mourir de froid ou de chaud, déshydratation, ou de te faire bouffer par une bête, ou te mordre par une saloperie qui te fout du poison, etc. La nature, elle est hyper hostile, mais si tu sais la gérer, si tu sais travailler, si tu sais la dominer, et je prétends que l'être humain et la civilisation doivent dominer, mais avec équilibre, avec sagesse, et non pas avec rapacité. C'est subtil comme différence, mais elle est importante. Donc l'harmonie à la nature, c'est de la domination par la sagesse. Ce n'est pas une domination pour du profit à court terme et de la destruction. Pas du tout, c'est l'inverse. Bref, vaste débat, vaste sujet. Mais enfin, je comptais, voilà, je tenais à vous faire cette vidéo. Ça fait des années que je voulais vous parler des livres de jardinage et de permaculture, etc. Mais enfin voilà, c'est fait. J'ai enfin eu l'occasion, puisqu'on est en confinement et que vous avez sans doute le temps de lire. Mais enfin voilà, la mise en pratique, elle peut prendre des années. À très bientôt et préparez-vous.